Bonjour, bienvenue à un volet sur l'histoire culturelle de l'aviation. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner un grand icône culturel, Charles Lindbergh, le premier à avoir traversé l'Atlantique seul, gagnant un Grand Prix en 1927. Ce qui est intéressant d'examiner avec lui, sur le plan culturel, notamment dans l'histoire américaine, c'est pourquoi est-ce qu'il reste un personnage haut en couleur, très important, alors qu'au fond, si on regarde un petit peu l'exploit, c'est un exploit sans aucun doute, mais il y en avait d'autres aussi qui avaient réussi avant lui et après lui. Donc c'est intéressant de pouvoir, se renseigner un petit peu sur l'importance de Charles Lindbergh, d'autant plus qu'il reste un personnage, jusqu'à sa mort en 1974. Alors, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, on va faire ça, un peu divisé. D'abord, on va quand même regarder un peu les éléments du vol, sans faire le détail, parce qu'en fait, il y a plein de très bons résumés, de très bonnes histoires, tant, en vidéo que dans les livres. Ensuite, on va examiner un petit peu comment cette construction du mythe, autour de Lindbergh se fait. Et ensuite, on va aussi se poser la question, comment est-ce que le mythe est détruit? C'est-à-dire que, en fait, on peut même, jouer un petit peu sur les mots en disant: «Peut-on vraiment, en fait, détruire un mythe?» Parce que vous détruisez un mythe, mais en fait, les gens le connaissent tout de même. Donc après tout, est-ce que ça veut dire que vous en êtes débarrassé? On va voir que c'est pas si facile que ça. Donc, commençons par un peu les débuts. Situons la chose. Alors, la situation en 1927 est la suivante. Après la Première Guerre mondiale, vers 18-19, en fait, il y a un surplus d'avions, il y a beaucoup de pilotes notamment qui se retrouvent, sans emploi. Je parle notamment aux États-Unis, et ce sont aussi évidemment les débuts de la poste aérienne. Ça, c'est assez un peu partout. Ça s'est passé un peu partout. En France, il y avait déjà eu quelques essais en 1916, en Autriche, en Allemagne vers 18, au 17-18 même. Aux États-Unis, la même chose. À partir de la fin de la guerre, il y a l'idée que bon, on peut peut-être pas vraiment transporter des passagers, mais au moins on pourrait faire du courrier. Et ça permettrait d'aller quand même plus vite que le train, parce que le train, en moyenne, ça prenait, facilement 4, 5, voire 6 jours, et à une époque où le téléphone était encore très aléatoire et très cher, c'est que ce serait bien de pouvoir mettre du courrier plus rapidement. En fait, c'est le principe, pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'histoire de Toulouse, sur cette chaîne, qui a aussi animé, Pierre-Georges Laetticoère. Alors, que font les Américains? Bon, il y a beaucoup de petites compagnies privées qui s'y mettent, en obtenant des contrats de la Poste fédérale américaine et évidemment, il faut des pilotes et parmi ces pilotes, vous avez notamment, par exemple, un très jeune Charles Lindbergh, qui avait été formé comme pilote militaire et qui ensuite était revenu à la vie civile. Lindbergh lui-même, vient du Minnesota, dans le nord des États-Unis, il est suédois d'origine. Et il démontre un petit peu dans sa personne, dans son caractère, une façon de faire qui est la débrouillardise, mais il est aussi, en fait, très têtu, mais très sûr de lui. En fait, il est comme beaucoup, beaucoup d'autres pilotes. Maintenant, qu'est-ce qui va le convaincre d'essayer de faire, ce genre de concours? Au fur et à mesure que les lignes aériennes postales s'ouvrent, il y a en fait, beaucoup d'accidents. Et Lindbergh, en fait, est un peu ce que, le public le surnommera plus tard Lucky Landy, Lindbergh le chanceux. En fait, il a déjà de la chance. Il évite, des grosses catastrophes, il survit et il est convaincu qu'en fait, il a beaucoup d'expérience, qu'il pourrait essayer, tenter une telle entreprise. Alors, d'où sort ce prix Orteig? Parlons-en un petit peu. Alors, monsieur Orteig, en fait, c'était un hôtelier restaurateur, d'origine française qui était venu aux États-Unis et qui avait investi dans 2 hôtels, à New York, qui étaient devenus les grands centres culturels, de la ville, et en fait de la côte Est à bien des égards. Orteig avait donc fait fortune, mais il avait été fasciné pendant la Première Guerre mondiale par les as, les histoires d'as. Il voulait vraiment que, en fait, l'aviation continue en temps de paix et que ce soit quelque chose qui puisse vraiment, permettre de lier les nations aussi. Heu, Orteg, mit en place un prix spécial de 25 000 $. 25 000 à l'époque, ça représenterait de nos jours environ
450 000 euros, grosso modo. À cela, il faut ajouter, ça, on prend en compte l'inflation, le change. Il faut aussi ajouter que le pouvoir d'achat, avec 25 000 dollars à l'époque, c'était largement faire fortune. On pourrait dire carrément, c'était presque doublé à certains égards, suivant ce que vous achetiez, le montant de 450 000. Donc, c'est des choses sur lesquelles les économistes jouent. On se dit, ah, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose pour un tel risque. Si, si, c'est énorme. Donc, Orteg met ce prix en place. Et il y a plein de gens qui vont s'y essayer. Pourquoi l'Atlantique? Alors ça, c'est l'autre chose dont il faut parler. Ben, en fait, il y a toujours, surtout à partir du 19e siècle, une fascination de l'Atlantique, parce que en fait, c'est un océan très difficile à négocier. euh, et ensuite, parce que il y a évidemment le début de la dominance américaine. Alors, c'est non seulement parce que vous avez des masses de migration à partir du 19e siècle, mais en fait, l'arrivée des États-Unis dans le premier conflit mondial, même bien que tard, permet de sauver les alliés, la France, l'Angleterre en particulier, si ce n'est sur le plan financier. Le fait que les États-Unis se retirent en fait de la scène internationale après 1919, après le traité de Versailles, n'empêche pas une fascination pour les Américains, puisque d'ailleurs les banques américaines investissent beaucoup d'argent en Europe. Donc il y a cette idée d'aller en Amérique, de continuer, de faire fortune là-bas. Et du côté américain, il y a une espèce de fascination, mais bon, quand même un peu distante par rapport aux Européens. Donc l'idée, en fait, d'aller à Paris, depuis New York, bah, pourquoi pas? Donc sur le plan culturel, cette idée de traverser l'Atlantique est tout à fait logique. Dans un sens, elle fait écho à ce qui s'était passé, évidemment, avec Louis Blériot traversant la Manche. Cette idée que l'avion va pouvoir dominer les mers. Donc Lindbergh s'inscrit au prix. En fait, il s'inscrit avec seulement 2 mois avant sa tentative, en mai 1927. Et comment est-ce qu'il va voler avec ça? Alors, situons ça aussi sur le plan des pilotes. Quand Lindbergh aura traversé l'Atlantique le 21 mai 1927, en fait, il y avait un total de 9 équipes qui avaient tenté la chose en même temps que lui au printemps 1927. Dans 3 cas, ça va mal finir. Par exemple, vous avez le cas de René Fonck, l'as des as français de la Première Guerre mondiale, qui s'écrase au décollage. Fonck survit, mais son coéquipier en fait, ne survit pas. Vous avez évidemment Ningesser et Colli, qui sont les derniers à traverser juste avant Lindbergh, qui ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Il y a certaines questions qu'ils auraient en fait atteint le sud du Canada ou le nord de l'État du Maine aux États-Unis, ou qu'ils auraient tout simplement améri pas loin de Saint-Pierre-et-Miquelon. Enfin bref, ils ne réussissent pas. Il y a encore plusieurs équipes qui essayent, le pilote se tue aux essais, ou ils disparaissent, ou tout simplement ils n'ont plus d'argent. Alors dans cette scène-là, vous avez Lindbergh qui arrive, bah, c'est juste, bah, c'est le numéro suivant. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, il faut bien se dire que sur l'Atlantique, il y a déjà eu des traversées, mais ce n'étaient pas des traversées dans les conditions définies par le prix Orteg, c'est-à-dire non-stop, en allant de Paris à New York. Il y a eu un dirigeable qui l'a fait en 19, pas de Paris à New York, mais de l'Angleterre jusqu'au nord des États-Unis. Il y a eu évidemment Alcock et Brown, les Anglais. Et il y a eu aussi une grande expédition de la marine américaine, par exemple. Au total, il y a environ 91 personnes qui ont tenté et parfois réussi, en tout cas des petits sauts de puce, d'Islande au Groenland, au Canada, des choses comme ça. Mais personne n'a fait, évidemment, le gros truc. Alors, comment est-ce qu'il va réussir ou comment est-ce qu'il va faire? Alors d'abord, Lindbergh, en fait, est un pilote. Il gagne sa vie, mais il va pas gagner beaucoup. Alors en fait, il s'associe avec plusieurs financiers. Et en fait, c'est un peu ce côté de capitaliste, d'investisseur capitaliste qui aussi est attrayant. Il va voir des gens, ils disent, je vous propose de vous associer avec moi. Si on gagne, eh ben, on partage le prix. Voilà, puis ça vous fait de la bonne publicité. Il se trouve que la plupart des associés qu'il trouve sont de la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, dans le Midwest.
Et c'est pour ça d'ailleurs que l'avion s'appellera le Spirit of Saint Louis, l'esprit, ou enfin oui, l'esprit, disons, de la ville de Saint-Louis. Alors, Lindbergh a quand même une très bonne expérience sur le plan des avions, et l'idée c'est bon, qu'est-ce qui irait mieux pour qu'un moteur tienne le coup des dizaines d'heures, qu'il y ait suffisamment d'essence, et qu'évidemment on ne finisse pas dans la flotte. Alors beaucoup de pionniers avant Lindbergh qui avaient tenté la traversée disaient: «Ah ben il faut un avion à au moins 2 ou 3 moteurs, on va le bourrer de carburant, de vivres et cetera». Évidemment, l'avion est trop lourd et s'écrase. C'est ce qui était arrivé à Fonck. Heu, En revanche, Lindbergh prône la solution du petit. Alors c'est un avion qui est très solide, qui a des structures d'acier, mais aussi d'aluminium, et sinon il est complètement nettoyé de tout ce qui serait trop lourd. Alors, à l'extérieur, on ne met même pas, de quoi voir à l'extérieur. Il y a juste un petit périscope, en fait, vous pouvez le voir d'ailleurs sur cette image. Il y a aussi, par exemple, le fait que, le siège, c'est un tout petit siège en osier. Oui, Lindbergh s'est permis d'avoir un petit coussin, heu, qui ferait office de un peu de bouée si jamais il devait amérir. Ce sera la seule chose. D'ailleurs, ce coussin a disparu, il sera volé littéralement au moment de l'arrivée du Bourget par, quelqu'un un chasseur de souvenirs au moment de l'arrivée. Hem donc voilà ce sur lequel, Lindbergh mise. L'avion est prêt et 60 jours environ avant le début de sa tentative, Lindbergh s'inscrit au prix Orteig. Alors, comment va-t-il le faire? On va pas faire dans le grand détail, mais bon, Lindbergh dort très mal la nuit d'avant, donc en fait, il part sans avoir dormi la nuit d'avant. Il profite d'une trouée dans les nuages. Il faut bien le dire que quelques jours avant, Nungesser et Colly ont disparu, donc tous les regards sont portés sur lui et les médias le regardent partir, et pendant, 33 heures et demie en fait, il y a un relais général qui se fait, un navire qui l'entend passer ou qui le voit passer. Il passe la côte de l'Irlande, il est au-dessus des plages françaises, et enfin il reconnaît, certaines lumières qui lui disent que c'est bien Paris, et il se dirige vers le nord de la ville et il trouve enfin à atterrir. Il manque, non pas de se faire lyncher, mais son avion manque d'être détruit. C'est en fait grâce à des officiers militaires français, avec l'aide de gendarmes, qu'enfin on arrive à, d'abord, contrôler la foule qui avait passé les barrières du Bourget, et à mettre l'avion à l'abri. Un petit peu endommagé, mais pas tant que ça. En fait, Lindbergh a eu beaucoup de chance. Quand enfin il est, accompagné, chez l'ambassadeur des États-Unis, il va directement, à l'ambassade, et au moment où il se couche vers 4 heures du matin, il a pas dormi pendant, plus de 60 heures. Voilà. Il est épuisé, il se repose, et à partir de là, c'est la folie furieuse. Lindbergh a réussi. Le New York Times, que vous voyez là, lui consacre 8 pages le premier jour, encore 16 à 20 pages environ, suivant comme vous les comptez, le jour suivant. Enfin, c'est le phénomène médiatique rarement vu. Et même si on essaie de comparer ça, par exemple, à des grands aviateurs qui font un peu le moment spécial pour chaque nation. Heu, on ne trouve pas une comparaison telle. Même Blériot traversant, la Manche vers l'Angleterre, évidemment, reçoit l'adulation de tout le monde, il est très connu, mais c'est évidemment un moment important pour l'aviation française, mais il n'y a pas un niveau d'adulation aussi fort. Heu, Même chez les Allemands qui avaient leur comte Zeppelin, avec ses dirigeables, il y a des moments d'adulation, notamment en 1908, mais la même chose. Les Russes, si vous le comparez, les Russes avaient un certain Mazevitch, qui en fait s'était tué en essayant un vol record au-dessus de Moscou, avant la Première Guerre mondiale. De nouveau, grand héroïsme, mais c'est pas à l'échelle de Lindbergh. C'est pour ça que ça reste très intéressant à analyser, ce côté culturel. Alors on pense qu'une partie de la fascination, c'est d'abord, vous avez un homme très jeune, il a, 20-25 ans, et surtout la façon dont il contrôle sa façon de s'exprimer. C'est un homme très diplomatique, c'est un homme qui calcule très bien, il faut bien le dire.
Par exemple, une fois qu'il est arrivé en France, il fait 2 choses. Bon, évidemment, il salue la foule, mais il demande à aller voir la mère, de Ningesser, l'as français qui a disparu quelques semaines auparavant en essayant de traverser l'Atlantique. Et ensuite, il va aussi voir Louis Blériot en le considérant comme étant une inspiration. C'est quelque chose qui va droit au cœur des Français, des médias français, et à la fin, quand Lindbergh part dans son avion à destination de Londres, parce qu'il va faire un tour, pour ensuite embarquer son avion dans un cargo américain, mais en Angleterre, il passe au-dessus de Paris, et il, laisse choir depuis l'avion un petit drapeau français. Donc en fait, il a gagné, à ce jour d'ailleurs, si vous allez au Bourget, au milieu de tous ces bâtiments industriels, vous verrez, il y a notamment une petite statue à la mémoire de Lindbergh, qui a plusieurs fois été déplacée d'ailleurs. Une autre façon dont il cultive son aura, sa façon de projeter sa personnalité, c'est en écrivant un bouquin. Ce livre, il l'écrit, pendant l'été 1927. Il est invité par, le monsieur Guggenheim, qui est un grand mécène américain, et il avait déjà commencé à écrire quelques notes dans le bateau qui le ramenait aux États-Unis, et il le publie sous le titre de «We», en anglais «Nous». Il est paru évidemment en français, multiples éditions, sous le nom de «Mon avion et moi». Et dans le français, c'est correct tout à fait de dire «mon avion et moi», surtout qu'il dit «mon avion et moi», pas «moi et mon avion». Mais oui, «nous», si vous voulez, c'est presque plus important. Ça suggère cette espèce d'osmose entre homme et machine, quelque chose de très important. Lindbergh, qui évidemment a grandi, dans la campagne, il connaissait les fermes et cetera. Il représente un petit peu cette espèce de combinaison, de capacité de vivre, à la campagne, d'être, de connaître la campagne et en même temps d'accepter la technique. Nous sommes dans les années 20, il y a cette fascination et en même temps cette peur un petit peu de la technique, des nouvelles machines, et lui, il représente un peu celui qui a fait la réconciliation. Et Lindbergh le comprend, non seulement en publiant ce livre qui est très personnel et dans lequel en fait l'avion acquiert une personnalité. Alors on peut dire: «J'aime bien tel ou tel avion», ou parfois vous pouvez entendre parfois, je ne sais pas si vous êtes à l'aéroport, un gamin qui dit à ses parents: «Oh regarde l'avion, on dirait qu'il sourit», simplement la façon dont l'avion est peint par exemple. Tout ça c'est vrai, mais Lindbergh semble affirmait pouvoir sentir un petit peu la façon dont son avion se comportait, comme s'il avait une personnalité. Donc cette notion que je suis tout seul mais la machine m'aide, c'est très important. Et Lindbergh va utiliser son avion, pour faire un tour général des États-Unis. En fait, c'est sa grande contribution à l'aéronautique, c'est qu'il utilise son exploit pour continuer, de visiter les États-Unis, de faire des tours généraux. Évidemment, tout ça, c'est sponsorisé. Lindbergh n'a qu'une condition, c'est que où qu'on l'emmène, où qu'il aille, il faut qu'il arrive très précisément à l'endroit, à la destination du jour, à 14 heures. Il va toujours y arriver. Mais seulement, une fois, n'atterrira-t-il pas à 14 heures. C'est dans le Maine où il y avait du brouillard, il a quand même fallu attendre. Pourquoi faire ça? Il tient à démontrer qu'en fait l'aviation ce n'est pas juste du courrier, ça pourra avoir un futur comme étant un moyen de communication. Vous voyez, dans les années 20, il y a beaucoup de compagnies qui commencent, une très jeune KLM, une très jeune Lufthansa, une très jeune, série de compagnies françaises qui en 33 feront Air France. Mais évidemment les gens au début, c'est très cher et puis, est-ce que c'est très sûr? On ne sait pas. Pour Lindbergh, c'est la façon de pouvoir démontrer qu'on peut faire une liaison précise, un peu comme prendre un train, c'est ce qui permet de projeter, une idée que l'aviation fera partie de la culture américaine. Après tout, les frères Wright avaient été les premiers à voler, dans un vol contrôlé, il faut le signaler, en 1903. Mais en fait, quand les États-Unis étaient entrés en guerre en 14, en fait, la France et ensuite l'Allemagne et l'Angleterre avaient vraiment le contrôle des airs. Donc, les États-Unis ont, dans un sens, ont un pas à faire, et c'est un pas aussi social et culturel. Et Lindbergh contribue à ça en faisant sa grande tournée. Il, poursuit ça aussi en 1927-28 en Amérique du Sud, enfin Amérique du Sud, Amérique latine, il faut dire, et c'est quelque chose qui a beaucoup de succès. Certaines compagnies s'associent à lui,
compagnie qui sera plus tard la TWA, qui a disparu en 2001, une autre compagnie, la Pan Am, toutes les deux créées des Lindbergh Line en associant le nom de Lindbergh à, à leurs divers projets. Lindbergh, en fait, va finir par travailler pour la Pan Am pendant très longtemps. La Pan Am disparaît, elle, en 1991. Et donc, ces contributions à l'aviation font que les gens connaissent le Spirit of Saint-Louis, mais aussi connaissent Lindbergh. Et ce qu'ils voient, c'est quelqu'un qui est très discret, parle pas beaucoup. Ce qu'il dit n'est pas nécessairement très profond, il n'est pas philosophe, mais en même temps, il est très abordable. Un homme poli qui sourit. C'est pas du tout, si vous voulez, par exemple, l'archétype qu'on aurait de l'Américain un peu parlant un peu fortement. Et c'est quelque chose que les gens apprécient profondément, ils le respectent en fait. Donc ça fait que la personnalité de Lindbergh n'est plus à questionner, il a contrôlé un peu ça, et c'est ainsi qu'il s'embarque dans la vie, dans une vie de quelqu'un de très connu. Cette, cette gloire a beaucoup de rançons. Lindbergh se marie avec Anne Morrow, que vous voyez sur l'image de gauche. Euh, et leur premier enfant, un fils, et auquel ils donnent le nom du père, sera kidnappé en 1932 contre rançon. En fait, un peu plus tard, un petit squelette sera retrouvé pas très loin du jardin de la maison de Lindbergh. En fait, l'enfant était mort presque immédiatement, probablement étouffé par accident. Le kidnappeur sera exécuté plus tard. Mais c'est quelque chose qui a brisé Lindbergh, tant dans sa vie que dans son couple d'ailleurs, on le verra plus tard. Il aura d'autres enfants avec Anne Morrow, il restera marié avec elle, mais c'est un homme changé. Et c'est un homme changé qui n'avait pas compté sur ses rançons de la gloire. Il pensait probablement pouvoir contrôler tout ça, notamment en étant très discret, très poli, et en donnant un certain nombre d'informations, mais il ne pensait pas que, en fait, la presse aurait une telle fascination pour lui, et notamment pour sa famille. En fait, il aura des mots très durs pour les médias. Certaines de ses expressions seront tout à fait justifiées, notamment cette obsession quasi pornographique pour sa famille, pour son fils tué. Mais ça fait que, en fait, c'est quelqu'un qui, tout en acceptant que c'est ce qu'il a cherché dans un sens, la gloire, il ne pensait pas qu'il y aurait une telle rançon à payer. Comment voit-on que Lindbergh a changé? Lindbergh décide d'en faire un peu à sa tête. C'est là que son côté têtu, qui lui a permis de réussir à traverser l'Atlantique, l'amène aussi parfois à faire un pacte avec le diable. Les années 30, c'est évidemment le triomphe tragique du fascisme. Déjà, il existait en Italie, évidemment, mais il apparaît en Allemagne en 1933. Une particularité du fascisme, sans trop traîner là-dessus, c'est que il y a aussi une fascination du fascisme pour l'aviation, mais aussi, il faut bien le dire, que beaucoup d'aviateurs trouvent le fascisme fascinant. Ça ne fait pas d'eux des fascistes ou des nazis, mais cette notion d'ordre, que tout marche très bien et tout est synchronisé, c'est quelque chose qui est attrayant pour beaucoup d'anciens pilotes de la Première Guerre mondiale, ou beaucoup de pilotes qui regardent les difficultés des années 30 avec la dépression économique à partir de 1929-1930, et les mouvements sociaux divers et politiques, et qui se disent au fond, le fascisme, au moins, ça donne de la stabilité. Alors, il faut bien se dire que Lindbergh a des sympathies pour le nazisme, et beaucoup de pilotes de par le monde seront comme ça. Euh, Notre très grand Jean Mermoz, notamment. Mermoz, il va flotter un petit peu avec les croix de feu. Alors, on ne peut pas dire que les croix de feu sont nécessairement fascistes, mais elles sont de droite. Le colonel Fonck, le grand as de la Première Guerre mondiale, aura des sympathies très ouvertes pour le fascisme et le nazisme. Donc, c'est quelque chose qu'il faut analyser dans ce contexte-là. Et le double contexte, c'est aussi une peur bleue du communisme. L'Union soviétique est formée en 1917.
Et au fur et à mesure que cela devient un régime totalitaire là-bas, après à partir de la mort de Lénine avec l'arrivée de Staline au pouvoir, les gens ont une peur bleue du communisme, dont un des objectifs avérés, à l'époque du moins, est évidemment l'introduction du communisme, d'un système communiste dans tous les pays du monde. C'est simplifié, mais c'est quelque chose qui fait très peur à beaucoup de gens. Et Lindbergh, on pense, avait tellement peur que le communisme gagne le contrôle en fait des démocraties occidentales qu'il pensait, il a peut-être pensé, bon bah autant en fait sympathiser avec l'Allemagne nazie qui pourrait arrêter le communisme. C'est une excuse que l'Allemagne nazie utilisera aussi d'ailleurs. Donc il faut être un peu méfiant sur ça. Mais toujours est-il, Lindbergh a des sympathies. Et il a une admiration certaine pour l'aviation allemande. Elle est très organisée, surtout à partir de 1935, quand il y a une dénonciation du traité de Versailles et la reformation de la Luftwaffe, l'aviation militaire allemande. Il fait plusieurs voyages en Allemagne, où il est toujours très bien reçu. Et notamment, il reçoit une médaille aérienne des mains de Göring, qui est le numéro 2, enfin numéro 3 à l'époque, après Hitler, et surtout euh, surtout, c'est quelque chose de photographié. Et les gens sont absolument choqués. Il y a beaucoup d'Américains qui n'aiment pas trop ça. Et il n'y fait pas trop attention. Ça ne le gêne pas. En même temps, Lindbergh affiche ce qu'on pourrait appeler en français l'antisémitisme de bureau, un antisémitisme normal. Ah, les juifs contrôlent tout, etc. Ce genre de choses. Mais ce sont des choses qui, dans le contexte des années 30, suggèrent évidemment que les exactions et les persécutions des juifs en Allemagne, pour commencer, bientôt ailleurs, ça ne le touche pas. C'est pas son truc. Et en fait, il estime que et il utilise des stéréotypes monstrueux, notamment dans ses journaux privés, concernant les juifs contrôlant tout. Enfin, Lindbergh est animé par un troisième aspect dans son pacte avec le diable, c'est un isolationnisme. Ce n'est pas unique à Lindbergh. Il faut comprendre dans le contexte de l'histoire des États-Unis que les, les, les poilus américains qui sont venus à partir de début 1918 sont rentrés aux États-Unis avec une aversion de ce qu'ils avaient vu en Europe. Personne ne les avait préparés évidemment aux horreurs. En fait, évidemment, aucun des soldats dans le conflit, dans la Première Guerre mondiale ne s'attendait à une telle horreur. Mais beaucoup d'Américains rentrent chez eux en disant, ce n'est pas à nous de nous associer à ça, c'est absolument affreux, regardez ce que les Européens se sont fait, on ne peut pas s'y associer. Et il y a vraiment un besoin de ne pas participer à ce que fait l'Europe. C'est en partie pourquoi le Congrès américain, le Sénat, pardon, refusera, par exemple, d'approuver le traité de Versailles. Enfin, ils approuveront le traité de Versailles, mais ils approuveront pas la Ligue des Nations. Donc les États-Unis ne feront jamais partie de la Ligue des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Alors il y a cet isolationnisme qui est très fort chez Lindbergh, où il trouve les Européens sympas. Il a toujours eu une certaine appréciation de Paris notamment, mais après, à part ça, il veut pas s'y associer. Tout ça, ça va donner que Lindbergh sera un des grands avocats du groupe America First. L'Amérique en avant, mais l'Amérique en avant au sens avant les autres. Et on jette le reste. Et dans les discours publics qu'il fait, il s'oppose notamment à ce que, par exemple, l'administration du président Roosevelt aide, par exemple, les Anglais au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est après que la France soit tombée, en juin 40, l'Angleterre tient pas tout juste, mais a vraiment besoin d'aide tant financière qu'industrielle. Et le Lend-Lease, c'était l'idée, par exemple, d'envoyer des vieux destroyers qui en fait étaient réformés pour les Américains, ces vieux bateaux militaires qui seraient envoyés à l'Angleterre pour l'aider, notamment à patrouiller ses côtes. Il y avait une opposition certaine de la part des Américains, mais aussi notamment du groupe America First, dont Lindbergh faisait partie. Alors Lindbergh, par exemple, il voit ça comme étant, évidemment, ça va nous traîner dans la guerre, mais quand vous voyez, par exemple, cet extrait d'un de ses discours le 11 septembre 1941, vous voyez qu'il mélange un peu tout, c'est-à-dire qu'il y a de l'antisémitisme là-dedans, il y a l'isolationnisme, et puis on peut se demander, à la limite, dis donc, il se dit peut-être qu'au fond, Hitler, c'est pas si mal.
Parce que qu'est-ce qu'il dit? Les trois groupes qui sont en train de tirer les États-Unis vers la guerre sont les Anglais, les Juifs, comme si c'était un groupe séparé. L'État d'Israël n'existe pas, et de toute façon, c'est absurde, quoi. Parce que parle-t-il de Juifs américains, de Juifs anglais, de Juifs français? On ne sait pas. Et l'administration Roosevelt. Donc il fait l'amalgame, voilà. Mais en même temps, il rajoute dans son discours, presque pour se protéger, aux personnes qui auraient un sens de la dignité de la race humaine ne pourraient condamner la persécution de la race juive en Allemagne. Alors là, vous voyez un petit peu comment il s'en mêle les pinceaux, parce qu'il parle d'une race juive, à la façon dont les fascistes et les nazis parlaient. Donc, tout ça pour dire que, en fait, Lindbergh, très publiquement, se désassocie du côté démocratique des États-Unis et prône, en fait, cette non-association avec l'Europe. Évidemment, ce discours, 11 septembre 1941, 3 mois plus tard, les États-Unis sont en guerre, attaqués par l'Allemagne, par le Japon, mais aussi avec une déclaration de guerre de l'Allemagne qui survient 2 jours après l'attaque sur Pearl Harbor en décembre 1941. Donc ça met Lindbergh aux petits oignons, quoi. Il peut plus participer. Le groupe America First, en fait, est dissous immédiatement. Lindbergh aura du travail pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, les gens continuent de respecter notamment ses connaissances techniques. Donc, en tant que colonel, premier colonel, il participera notamment à des évaluations, des inspections dans le Pacifique Sud. Donc, il ne reste pas dans son petit coin. Mais effectivement, il a perdu contre ce qui est un peu le mantra de l'administration Roosevelt, c'est-à-dire il faut aider les Européens. C'est pas juste une guerre européenne, maintenant c'est une guerre mondiale et c'est une guerre qui nous concerne tous. Donc tout ce qui intéressait Lindbergh est en fait questionné et beaucoup d'Américains qui connaissent évidemment, parce qu'il reste un personnage fascinant, décident, mais c'est un gars qui est devenu complètement fou, il n'a rien compris, ses sympathies pour l'aviation allemande, son antisémitisme. En fait, beaucoup d'Américains étaient tout aussi antisémites que les Français, pas sur le plan, ou les Allemands, pas sur le plan éliminationniste, mais quand même en antisémitisme commun, et évidemment l'isolationnisme. Donc en tout cas, deux des trois, le troisième, ça commencera à s'inverser aux États-Unis, mais bon, évidemment avec la libération des camps en 1945, mais ensuite à partir d'une déségrégation religieuse qui se produit à partir des années 40-50. Mais bon, tout ça, c'est connu, et en fait, ça paraît notamment dans le journal de Lindbergh des années de guerre, dont je vais parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il va faire après? Alors, entre 45 et 57, Lindbergh continue de travailler notamment pour la Paname. Il est associé à Juan Trippe, le légendaire patron de la compagnie américaine. La façon dont les États-Unis divisent leurs lignes aériennes font que, par exemple, la Paname a la part du lion pour ce qui est des trajets intercontinentaux. D'autres compagnies sont engagées, mais pour des trajets un peu moindres. TWA et aussi American un tout petit peu. Mais c'est la Paname qui contrôle vraiment le tout. La Paname devient vraiment l'équivalent direct d'Air France pour la France. Alors, travaillant pour la Paname, que fait Lindbergh? Il a une vie très engagée, entre 45 et 57, mais surtout à partir de 57. Il devient conseiller technique. Par exemple, en 64, il se présente, il fait un tour en France, il va à Bordeaux, à l'aérodrome de Mérignac, et il voit la maquette du Mystère 20. Oui, Lindbergh est là, posant pour, les médias. Et il est fasciné par le Mystère 20 et il appelle Juan Trippe et il dit: «Je crois que je t'ai trouvé ton avion». Que cherchait Juan Trippe? Juan Trippe, c'est le début de l'époque du jet et les avions à réaction sont quelque chose qu'il faudrait avoir sur toute la ligne, dit Juan Trippe. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des petits avions de liaison pour les lignes plus petites? Parce que si vous allez aux États-Unis, évidemment, vous avez les grandes lignes, les grandes villes, Boston, New York, Philadelphie, Los Angeles, etc. Et ensuite, vous avez ce qu'on pourrait appeler en France trifouiller des oies, etc., etc. Les toutes petites bourgades, est-ce qu'on peut faire une liaison aérienne?
Donc, Lindbergh pense avoir trouvé que le Mystère 20 serait idéal pour faire un peu ses feeder routes et la Pan Am commandera 40 de ces Mystère 20 qui serviront aussi d'avions d'entraînement à l'occasion. Donc c'est un grand succès d'ailleurs pour la famille Dassault. Le Mystère 20 d'ailleurs sera renommé Falcon parce que ça, dire Mystère en américain, ça va pas très bien. Mais c'est le début de la lignée Falcon et Lindbergh a quelque chose à voir avec ça. Donc on se dit, ah bon, donc il est toujours fasciné par la technique. Tout à fait. Cependant, en même temps, on remarque un changement d'attitude dans sa vie par rapport à cette technique. Alors le même gars qui affirmait avoir un lien spécial avec son avion, et ben, quand on lui demande d'évaluer les transports aériens supersoniques, il dit oui, peut-être, mais il n'est pas sûr que ça marche. Il évalue évidemment Concorde, il n'évalue pas le Tupolev 144 soviétique parce que de toute façon c'est secret. Les soviétiques n'en parlent qu'une fois qu'ils ont fait leur premier vol. Et évidemment, il y a le projet américain du SST en finale donné à Boeing pour faire le Boeing 2707 qui en fait sera annulé avec la crise financière causée par le Vietnam et évidemment plus tard complètement coulé par le prix du carburant. Le 2707 aurait dû transporter 300 passagers à la vitesse du Concorde, mais avec des difficultés techniques et financières qui étaient telles qu'en fait c'était devenu un gouffre énorme, parce que Boeing ne finançait pas, c'était un des rares cas où le gouvernement américain finançait directement un projet civil. Où est Lindbergh dans tout ça? Il trouve que le SST, en fait, ça ne va pas du tout. Il voit déjà les problèmes de pollution qui existent dans les années 60, quelque chose dont beaucoup de gens sont conscients. Il regarde aussi notamment les chiffres de l'administration civile américaine concernant le bruit, sur la base d'enregistrements d'avions de chasse, par exemple au Kansas. Et il dit non, c'est vraiment pas quelque chose, il faut retourner à la nature. En fait, on voit presque un volte-face par rapport à ce qui a été sa vie, une partie de sa vie, l'aviation. Et c'est ainsi qu'on voit de nouvelles questions. Lindbergh, en fait, devient un écologiste. En 1964, dans Reader's Digest. Alors, Reader's Digest, bah, il y a une version française de ça qui paraissait pendant des années. En fait, c'est des articles, soit c'est des chapitres de livres, mais c'est coupé, donc c'est résumé. Donc c'est le truc que vous pouviez lire en 5 minutes au lieu de 15, des choses comme ça. Mais il y avait aussi des articles de fond publiés. C'est une façon d'occuper le monde, surtout à une époque où la télé ne marchait pas toujours tout le temps, il n'y avait que la radio, et sinon le journal, parfois, ça coûtait cher. Vous achetiez le Reader's Digest, vous en aviez pour la semaine. Dans le Reader's Digest américain, il écrit à un moment, en 64, si je devais choisir, eh ben, je ne sais pas ce que je choisirais. Vous pouvez le voir, je choisirais plutôt les oiseaux que les avions. Alors, quand on lui demande d'élaborer ça, il écrit plus tard, je me suis rendu compte que le futur de l'aviation auquel j'avais dévoué tant de ma vie dépendait moins de l'évolution de l'avion que de préserver l'environnement de la vie. Et ça, c'est vrai pour tout progrès technique. Donc, en somme, Lindbergh, en fait, ne rejette pas l'aviation en tant que telle, mais il rejette le progrès à tout prix. Et c'est ainsi que, par exemple, il sera en opposition au Concorde et au Boeing SST. Donc ces nouvelles questions font de lui un écologiste, et en fait, il se retire de la vie petit à petit. Euh, mais en même temps, pendant cette période professionnelle active, il a aussi une vie secrète. Je reviens à l'époque où il perd son fils en raison du kidnapping en 1932. Euh, Lindbergh, en fait, sera brisé, et on le sait maintenant, on ne le savait pas à l'époque. C'est une biographie récente qui le prouve. Chaque fois qu'il allait en Allemagne, en fait, Lindbergh avait une copine. En fait, il aurait 3 familles au total. La famille qu'il avait avec Anne Moreau et 2 familles allemandes. C'est quelque chose qui a été révélé bien après sa mort et aussi après la mort de Anne Moreau, sa femme, morte à 94 ans en 2001. Lindbergh est mort en 74. Donc, en fait, c'est prouvé qu'il avait, il avait effectivement 2 maîtresses, donc 2 familles. Donc il y avait plusieurs descendants en Allemagne. Voilà. Cette vie secrète, c'était sa façon, en fait, de faire autre chose, et en fait, ça va briser son mariage.
On s'est confirmé aussi par le fait que, par exemple, entre 1942 et 1940, aux environs de 42-43, quand, par exemple, Saint-Exupéry en Amérique publie Le Petit Prince, il devient ami avec Anne Moreau. Ensuite, Saint-Exupéry quitte les États-Unis, retourne se battre, avec, évidemment, c'est ce qui lui arrive en 44. Mais Anne Moreau est absolument détruite en son intérieur. Anne Moreau, on pense, en fait, était tombée amoureuse de Saint-Exupéry. Il ne semble pas qu'il y ait eu de rapport intime ou quoi que ce soit, mais simplement elle était fascinée par lui, par sa façon de s'exprimer, alors que Lindbergh, dans sa façon très disciplinée, ne parlait pas, ne discutait pas, gardait tout à l'intérieur. Donc, cette vie secrète, montrant en fait que le héros est en fait une personnalité difficile, qui cache en fait beaucoup de secrets, c'est quelque chose qui devient courant à partir de la mort de Lindbergh. On commence vraiment à questionner à partir de 74 qui était vraiment cet homme. Ça n'empêche pas qu'il y ait notamment une adulation. Par exemple, en 77, un nouveau Boeing 747 est baptisé Clipper Lindbergh à la Paname, avec Madame Lindbergh présente. Son mari est mort depuis 3 ans. Ce même Boeing 747 vole maintenant avec la NASA et a été renommé de nouveau, il y a une dizaine d'années, Clipper Lindbergh. Alors avec tout ça, pourquoi Lindbergh reste-t-il légendaire? Quand Lindbergh meurt en 74, en fait, il avait prévu, il voulait pas être loin, près de la civilisation. Il meurt à Hawaï, et il a pris ses dispositions pour être enterré à Maui. On peut voir sa tombe, très simple, mais c'est vraiment loin de tout. Voilà. Et c'est un peu le paradoxe, c'est qu'il s'est mis le plus loin possible en territoire américain de où était son avion. Alors son avion, quel lui est-il arrivé? L'avion en 1928, même s'il a fait toutes ses tournées dans les États-Unis, est enfin donné au Smithsonian. C'était un coup de génie d'un des conservateurs du Smithsonian, Monsieur Paul Garber, qui convainc le secrétaire général du Smithsonian, donc le directeur, d'envoyer un télégramme à Lindbergh en disant, une fois que vous avez réussi, consentiriez-vous à donner ça au peuple américain, qu'on puisse le partager avec tout le monde? Et Lindbergh avait dit oui. Donc en 38, pardon, pas en 38, en 28, il le donne au Smithsonian, et vous pouvez le voir à ce jour. Ouais, il y a des restaurations en ce moment, mais vous pouvez le voir à ce jour dans le musée. Euh, c'est un objet culte, en fait. Il est dans la galerie principale, près de, par exemple, près d'un module lunaire, etc. Enfin, bref, des très grands objets de l'histoire de l'aéronautique américaine. Ça reste quelque chose, ça reste un icône, ça a été utilisé dans la publicité pendant à bien des égards. C'est vrai que la personnalité de Lindbergh, le Spirit of St. Louis sont moins connus de nos jours. Ça fait aussi partie un petit peu du manque d'intérêt pour l'histoire qui se fait sentir. Mais en fait, ça reste en fait un grand icône. Pourquoi donc reste-t-il quand même une légende? Est-ce que c'est à cause de l'avion? Est-ce que c'est à cause de lui? Après tout, il a quand même eu le courage d'essayer ça. Évidemment, il y avait les sous à gagner, mais risquer sa vie, il faut bien le dire qu'après Lindbergh, il y a des dizaines de pilotes qui vont essayer la même chose que Lindbergh et qui vont disparaître. Donc l'Atlantique continuera de fasciner, même si le prix n'y est pas. Euh, il faut se dire qu'en fait, à la limite, les révélations sur Lindbergh, c'est ce qui font du héros quelqu'un qui est en fait n'a pas toujours des qualités. Un héros n'est pas toujours légendaire, n'est pas toujours impeccable. En fait, un héros est souvent quelqu'un qui fait des conneries, comme nous tous, et qui doit apprendre à surmonter la difficulté, ou à apprendre. Euh, certains de ces biographes, un des biographes de Lindbergh, si vous êtes intéressé, notamment, il y a une très bonne biographie de Bernard Marc euh, sur Lindbergh, qu'il a intitulée L'Ange Noir. Et il y a aussi la biographie qui a gagné le prix Pulitzer, publiée il y a une dizaine d'années, Lindbergh par Scott Berg en anglais. Toutes les deux s'accordent pour vraiment regarder un peu ce côté négatif de Lindbergh, mais ce faisant, ils sont quand même forcés d'admettre que Lindbergh a lui-même tenté de reconnaître certaines de ses erreurs. Ainsi, par exemple, en 1970, donc 4 ans avant sa mort, Lindbergh autorise la publication de ses journaux de guerre, Wartime Journals.
Et là-dedans, quand vous feuilletez ça, bon, vous voyez un peu, diverses, expressions, divers points de vue et cetera, techniques, politiques et cetera. Et brusquement, vous tombez sur notamment des expressions, par exemple, parfaitement antisémites. «Ah, si on laisse entrer 2 juifs aux États-Unis, pourquoi pas? Mais on ne va pas les tous les laisser entrer. Après ça, ça va tout mélanger, ça va pas du tout». Donc en fait, une expression raciste. Lindbergh, qui a évidemment contrôlait son journal privé, et dont il a autorisé la publication, en fait, a dit: «Non, il faut le laisser comme ça. C'est ainsi que j'étais, c'est au public de me juger». Heu, Probablement que c'est quelque chose, on pourrait dire à la limite: «Bah, il était vieux, il s'en fichait». Non, c'est quelque chose où il aurait pu contrôler sa personnalité, contrôler son, heu, si vous voulez, son image auprès du public, et il a choisi, en fait, de laisser le public le juger. On peut dire que c'est une façon de reconnaître ses erreurs. Donc quand, on examine un peu le contexte de Lindbergh, sur le plan culturel, aux États-Unis, Lindbergh reste un icône américain, un grand personnage qui a fait ses erreurs et pour lequel auquel il faut faire attention d'ailleurs parce que ça nous montre en fait un petit peu l'humeur du jour à l'époque. Mais en même temps, quelqu'un qui a aussi évolué avec le temps. Cet abandon technologique fait en fait de lui un des premiers écologistes disant: «Bon, on a besoin de l'aviation, mais peut-être pas au degré où on le voudrait». Évidemment, si vous êtes fan comme moi de Concorde, c'est un peu difficile à lire, mais on peut comprendre dans le contexte de sa vie pourquoi il aurait dit ça. Donc, voilà, un examen un peu de la vie de Lindbergh et de son importance sur le plan, iconographique et symbolique. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. La vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et de la partager sur les réseaux sociaux. Au revoir.